Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde est en forme après cette matinée très intense que vous avez eue ce matin avec les médecins, les scientifiques, les neuropsys. Donc cet après-midi, j'ai le grand honneur de commencer avec vous le versant scolaire de la prise en charge des élèves 10. Donc je vais essayer de ne pas me tromper sur mon propre nom. Je m'appelle Isabelle Ducot-Philippi. Je suis professeure de lettres classiques. Lettres classiques, ça veut dire professeur de français, de latin et de grec. Et je suis aussi ce qu'on appelle une enseignante spécialisée. Donc les enseignants spécialisés, ce sont des enseignants qui ont choisi de se former pour mieux accompagner les élèves en situation de handicap. Et donc mon expertise, c'est les élèves qui ont des troubles importants des fonctions cognitives, et j'ai en outre une expertise sur les élèves qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Je travaille dans l'Académie de Créteil depuis maintenant 35 ans. Ça fait 35 ans que je suis enseignante et une vingtaine d'années que je suis enseignante spécialisée. Donc je vous parle cet après-midi de ce que l'école peut faire pour les élèves 10. Je vous l'ai dit, je suis enseignante, mais je suis aussi formatrice dans l'Académie de Créteil et appelée à travailler sur tout le territoire national par les inspecteurs, les recteurs qui m'appellent pour aller accompagner les équipes enseignantes, les équipes du premier degré, les équipes du second degré. Donc je suis amenée à me déplacer partout en France pour aller former les enseignants à la mise en œuvre d'adaptation pédagogique pour les élèves 10. Donc enseignante, formatrice, mais aussi auteure. Je viens de publier un livre. J'ai beaucoup travaillé sur le titre de ce livre, Accompagner les élèves 10, c'est possible. C'est vraiment le cœur de l'ouvrage que d'être un compagnon pour les enseignants, mais également pour les AESH et aussi pour les parents, d'être un compagnon pour les aider, pour aider tous les publics à trouver les outils, les ressources, les gestes professionnels, les gestes éducatifs pour aider les élèves 10. Alors vous pouvez me retrouver également sur Twitter. Mon compte, c'est Isaphil, donc c'est un compte professionnel. Vous n'y trouverez pas le repas du dimanche soir ou les photos de mes enfants. C'est vraiment un compte professionnel et chaque jour, j'essaye de donner des conseils, j'essaye d'apporter une vision, j'essaye d'apporter une réflexion sur la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce compte et à y picorer chaque jour les outils qui peuvent vous intéresser en tant qu'enseignant, en tant qu'AESH, en tant que parent. Donc, je vais aussi vous donner mon adresse mail que vous pouvez noter. Donc isabelle.ducos@ac-créteil.fr. Vous pouvez m'écrire sur cette adresse, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me demander des formations, vous pouvez me demander des conseils. Je réponds à tout le monde dans un délai raisonnable de 48 heures. Voilà, n'hésitez pas à noter cette adresse. Donc, je vais commencer mon intervention. Mon intervention va se faire en deux parties. D'abord, je vais rappeler ce que l'école fait d'un point de vue institutionnel, quels sont les dispositifs qui sont prévus pour accompagner les élèves avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Et ensuite, je parlerai de ce que l'on peut faire dans la classe et je parlerai de ce qu'il est possible de faire et non pas ce qu'il est prescrit de faire. Vous verrez tout à l'heure, je parlerai d'un malentendu fréquent qui existe entre les familles et puis l'école. J'y reviendrai tout à l'heure et vraiment mon intervention, surtout dans cette deuxième partie, veut s'inscrire dans le réel de la classe et non pas dans ce qui peut être prescrit. J'y reviendrai. Donc je vais commencer d'abord par les dispositifs institutionnels.
que vous connaissez sans doute peut-être, mais que je vais néanmoins rappeler parce que ces dispositifs sont en évolution constante. La prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, elle ne date pas d'hier. Il y a une date qui est fondatrice, bien sûr, c'est 2005. 2005, donc c'est cette loi sur l'équilibre des chances. Donc, mais depuis 2005 et jusqu'à présent, les dispositifs, l'accompagnement, les mentalités ont changé. Donc il y a une constante évolution et il est important de comprendre cette évolution. Il faut peut-être éloigner un peu le micro, je ne sais pas si entre les deux. Alors il faut que j'éloigne le micro, est-ce que comme ça c'est mieux? C'est peut-être mieux, d'accord. Alors j'éloigne le micro, d'accord. Merci beaucoup Laetitia. Donc, dernier changement en date, important à connaître, important à comprendre, c'est la circulaire nationale de juin 2019, dont le nom commun est circulaire de l'école inclusive. Alors cette circulaire, elle est particulièrement importante parce que c'est elle qui pose le cadre de l'accompagnement des élèves avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, et aussi des élèves à besoins éducatifs particuliers qui ont d'autres profils. Donc, cette circulaire a une notion centrale en elle, qui est la notion de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que l'école, finalement, doit répondre aux besoins de chaque enfant dans la diversité, dans la singularité des profils. Donc c'est vraiment le cœur de la circulaire, ce qui fait qu'un accompagnement peut différer parfois d'un enfant à un autre, d'une école à une autre, même évidemment s'il y a un cadre national à tout cela. Mais l'idée, c'est que l'école puisse répondre aux besoins individuels de chaque élève, de chaque enfant. Alors là, je pense que s'il y a des parents dans la salle, ils doivent se dire chouette, génial, l'école qui s'adapte à chaque enfant, c'est vraiment le cadre merveilleux que nous souhaitions depuis toujours. Mais évidemment, il y a un écart entre l'intention de la circulaire et ce qui peut se faire dans la réalité. Nous savons bien que les profils des enfants, les profils des élèves sont extrêmement divers. Il n'empêche qu'il n'y a que 4 dispositifs pour répondre à ces profils. Donc, encore une fois, je crois qu'il est important de comprendre que les textes régissent ce qui doit se faire à l'école, mais il y a le terrain, il y a la réalité de ce qui peut se faire. Et là, parfois, il y a un écart qui est mal compris, qui est source de malentendus. Et c'est pourtant un écart que l'on doit entendre. Je vous ai mis la source de cette circulaire si vous voulez aller la lire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette circulaire? Elle nous dit que cette mesures sont prises dorénavant pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, la première mesure, et c'est important, j'insiste, dans chaque département, il y a maintenant un pôle école inclusive. C'est-à-dire que très souvent, les parents ne savent pas à qui s'adresser. Quand je dis les parents, c'est les enseignants aussi. Les parents, les enseignants ne savent pas à qui s'adresser. Les parents ne savent pas à qui s'adresser pour savoir quel est l'enseignant référent du secteur. Les enseignants ne savent pas à qui s'adresser pour demander ou obtenir des formations. L'interlocuteur de terrain, c'est l'inspection académique. L'inspection académique, ça s'appelle maintenant la direction des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN. Vous savez que l'école adore les sigles, donc là c'est un sigle à bien connaître pour chacun, DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Donc chaque département a cette direction et dans chaque direction, il y a un service pôle école inclusif. Donc vous pouvez retrouver, selon le département où vous habitez, la DSDEN 77 pour la Seine-et-Marne, la DSDEN 94 pour le Val-de-Marne, la DSDEN 92 pour les Hauts-de-Seine, etc. Donc ça, c'est votre service de proximité. Je vais le détailler dans la diapo qui suit. Deuxième mesure phare, le PIAL. Alors le PIAL, c'est le nouveau service qui, depuis 2 ans maintenant, organise l'aide humaine auprès des élèves. Donc c'est auprès des PIAL dans le PIAL que va s'organiser la répartition des AESH auprès des élèves. Donc chaque PIAL est dirigé par un pilote de PIAL, et ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, un AESH peut accompagner 2 ou 3 enfants s'il s'agit d'un AESH ou d'une AESH mutualisée. Il existe aussi parfois et encore des AESH individuels, et il existe aussi dans les dispositifs Ulysse des AESH collectifs. Mais on va dire que pour accompagner les 10 dans le milieu ordinaire, dans la classe, c'est presque tout le temps des AESH mutualisés, donc qui vont accompagner plusieurs enfants. C'est donc le PIAL qui organise cette répartition des AESH auprès des élèves. Ensuite, dans cette circulaire, troisième mesure, mieux accueillir les parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mieux accueillir les parents? Ça veut dire que dans chaque direction des services départementaux, il existe un numéro d'écoute, une cellule téléphonique où les parents peuvent appeler, et les parents peuvent poser des questions. Comment se fait-il que mon enfant n'a pas encore d'AESH? J'ai l'impression que dans le collège, on tarde beaucoup à mettre en place le PAP. Comment pouvez-vous m'aider? Comment se fait-il que l'équipe de suivi et de scolarisation n'ait lieu qu'au mois d'avril? Mon enfant a besoin d'autres adaptations et aménagements et nous ne sommes qu'en octobre. Donc il y a cette cellule que tous les parents peuvent appeler, et chaque direction départementale s'engage à apporter une réponse sous 24 heures. Non pas une réponse concrète, c'est-à-dire oui, dès demain, le PAP va être mis en place dans l'établissement, mais une réponse sur comment est-ce qu'on va faire pour que les choses aillent mieux. Donc il ne faut pas hésiter à vous saisir de cette cellule d'écoute. Là encore, vous trouverez le numéro de téléphone de cette cellule sur les sites des inspections académiques, c'est-à-dire des directions des services départementaux. Ensuite, reconnaître le travail des enseignants, les soutenir, déployer une offre de formation. Donc, la formation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, c'était portion congrue il y a encore 10 ans. Vous savez que la formation des enseignants, notamment dans le second degré, c'est une entrée disciplinaire. On est d'abord prof de maths, on est prof de physique, on est prof d'histoire géo, on est prof de lettres classiques. Et finalement, dans le cursus de formation des enseignants, c'était jusqu'à il y a 10-15 ans, la discipline de l'enseignant à 95%. Maintenant, les enseignants, au moins dans leur formation initiale, commencent à bénéficier de modules transversaux de formation, et dans ces modules, il y a des moments où sont évoqués les élèves qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc aujourd'hui, sur notre territoire en France, il n'y a plus un jeune prof qui arrive en classe pour la première fois et qui n'a jamais entendu parler des élèves 10. Ça, c'était encore très courant il y a 10 ans. Maintenant, il y a ces petits modules de formation, et je parlerai après de la formation continue. Ensuite, l'AESH, c'est la mesure suivante, fait désormais partie de l'équipe éducative. Et ça, c'est très important parce que les AESH sont les personnes qui sont les plus proches
des élèves en classe. Ce sont les personnes qui sont vraiment à côté des élèves, qui peuvent entendre la parole des élèves, qui peuvent comprendre les difficultés des élèves. Quand on est enseignant et qu'on a une classe de 28 élèves, même si on porte une attention particulière à nos élèves 10 parce qu'ils nous ont été signalés, on sait qu'ils ont un PAP, on sait qu'ils ont un dossier de reconnaissance du handicap, il est néanmoins difficile d'avoir une approche fine des besoins de l'élève. Donc les AESH peuvent nous aider à mieux connaître les élèves 10. Jusqu'à présent, les AESH ne faisaient pas partie de la communauté éducative. Les AESH n'étaient pas conviés, par exemple, aux équipes de suivi et de scolarisation. Donc l'intégration des AESH dans l'équipe éducative permet de mieux connaître l'élève et du coup de mieux répondre aux besoins éducatifs particuliers. Simplification des démarches pour la mise en place des PAP, pour les équipes de suivi, pour les aménagements d'examen. Nous connaissons tous la lourdeur et la complexité de l'administration française. Elle fait des efforts. Elle fait des efforts. Peut-être que vous avez vu que depuis l'année dernière, pour les aménagements d'examen, il existait une procédure dite simplifiée. Alors, l'est-elle vraiment sur le papier? Oui. Dans la réalité, ma foi, ça reste encore délicat. Mais au moins, il y a cette volonté, c'est-à-dire déjà la reconnaissance du fait que jusqu'à présent, c'était très compliqué. Le fait d'avoir par département un service centralisé, école inclusive, va permettre, nous l'espérons, de simplifier les démarches des parents. Dernière mesure, et ça c'est vraiment très important, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas connu, à partir de janvier 2022, dans toutes les académies de France, il va exister ce que l'on appelle le livret de parcours inclusif. Donc, qu'est-ce que c'est que le livret de parcours inclusif? C'est une plateforme numérique sur laquelle seront stockés tous les dispositifs, les adaptations, les aménagements dont a bénéficié l'élève depuis qu'il est entré à l'école. Donc, tout sera centralisé au même endroit. Donc, le livret de parcours inclusif, pour l'instant, il est encore en expérimentation dans 4 académies. Et à partir du 1er janvier 2022, il sera déployé sur toute la France. Donc si vous avez un enfant qui a un PAP, un enfant qui a un PPRE, un enfant qui bénéficie d'un dossier de reconnaissance de handicap, vous pourrez avoir accès à cette plateforme qui centralise toutes les informations et qui permet bien sûr de fluidifier la communication. Alors, je vous l'ai dit, ces 7 mesures sont nationales et elles se déclinent dans les départements. Donc, je vous explique très rapidement ce qui se fait dans le département auquel je suis rattachée, la Seine-et-Marne. Donc, en Seine-et-Marne, mais comme dans tous les autres départements, nous avons un pôle école inclusive. Il y a 350 000 élèves en Seine-et-Marne. Sur ces 350 000 élèves, on estime qu'il y a environ 10% d'élèves à besoins éducatifs particuliers, donc 35 000 élèves. Donc vous imaginez le nombre d'élèves à suivre, le nombre d'écoles, le nombre de familles à organiser. Nous ne chômons pas dans nos bureaux de l'inspection académique de Melun, et d'ailleurs nous sommes sur la route en permanence de Authis au nord jusqu'à Nemours au sud, et nous faisons plusieurs milliers de kilomètres par mois. Donc, ce pôle école inclusive est dirigé par 2 inspecteurs qu'on appelle les inspecteurs conseillers techniques ASH. Okay. Conseillers techniques ASH. Donc, dans toutes les directions départementales, il y a un inspecteur qui est chargé de diriger ce service, et il y a des personnels qui travaillent avec ces inspecteurs pour répondre aux besoins des élèves, des enseignants et des familles. Donc, les 4 dispositifs institutionnels, vous les connaissez déjà. Très rapidement, le PPRE. Le PPRE, c'est quand l'élève n'a pas encore son diagnostic, mais qu'on a remarqué qu'il a des difficultés. Donc, on va tenter de mettre en place des adaptations pour répondre aux difficultés de l'élève. Une fois que l'élève a son diagnostic, sur demande de la famille, conjointement
avec l'établissement, on peut mettre en place un PAP qui doit être obligatoirement validé par le médecin scolaire. Si des compensations sont nécessaires, la famille peut faire une demande de reconnaissance de handicap auprès de la MDPH et dans ce cas-là, on sera sur un dispositif de PPS, plan personnalisé de scolarisation. Si l'élève a besoin d'un traitement sur le lieu de l'école, on saisit de nouveau le médecin scolaire pour mettre en place un PAI, un plan d'accompagnement individualisé. Donc voici les 4 dispositifs dans lesquels un enfant 10, un élève 10 peut entrer. Ces 4 dispositifs peuvent parfois être conjoints. Par exemple, un élève TDAH peut avoir un PAP qui va lister les adaptations pédagogiques et un PAI parce qu'il faut qu'il prenne son médicament sur le lieu de l'école. En revanche, un élève ne peut pas avoir un PPS et un PAP en même temps. Ce sont 2 chemins différents. Le PAP, c'est seulement pour les adaptations pédagogiques. Le PPS, c'est pour les adaptations pédagogiques et des compensations humaines, matérielles, etc. Donc, juste pour terminer cette partie, faites très attention. Même si on a un PAP ou un PPS, ça n'ouvre pas droit directement aux aménagements d'examen. Il faut faire une demande à part. Et c'est en ce moment les demandes d'aménagement des examens. Faites attention, la montre va très vite. Donc, soyez très attentifs à cette demande. Je passe à la deuxième partie de mon intervention, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire en classe concrètement. Donc, j'ai commencé par ça et j'y reviens. Il y a souvent un malentendu entre le prescrit et le réel. Qu'est-ce que c'est que le prescrit? Qu'est-ce que j'appelle le prescrit? Le prescrit, c'est tout ce que nous disent les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les médecins dans leur cabinet où ils voient l'élève en tant que patient. Donc, tous ces professionnels de santé voient l'élève seul dans un cabinet et ils ont une vision médicale sur l'élève. Et à partir de cette vision médicale, ils dressent des listes d'adaptations et d'aménagements qui arrivent dans les établissements scolaires. Or, l'enseignant, lui, n'est pas dans un cabinet, il n'a pas l'élève en face à face, il a plusieurs, il est au cœur d'un chantier difficile où il y a les demandes institutionnelles d'accompagner tous les élèves de la classe et il y a également les programmes. Donc il y a souvent ce malentendu, les parents qui arrivent avec, et de bonne foi évidemment, avec tout ce qu'a prescrit l'orthophoniste et l'enseignant qui dit « moi je ne peux pas ». Le livre que j'ai écrit, Accompagner les élèves 10, c'est possible, cherche à faire le lien entre le prescrit et le réel, c'est-à-dire passer de l'information médicale au geste professionnel. Donc c'est véritablement un outil que j'ai conçu pour les enseignants, les AESH, mais également pour les familles qui trouveront elles-mêmes des ressources et des outils pour accompagner leurs enfants. Donc il ne s'agit pas d'un livre sur les 10. Des livres sur les 10, il en existe des dizaines, écrits par des gens qui sont beaucoup plus compétents scientifiquement que moi. En revanche, c'est un livre sur ce que l'on peut faire en classe pour les élèves 10, ce que l'on peut réellement faire, ce que l'on peut concrètement faire. J'ai vraiment tenté de combler ce que j'estimais être un vide dans le paysage éditorial sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Et merci d'ailleurs à mon éditeur ESF Sciences Humaines de m'avoir offert cet espace de parole. Donc, 5 axes pour accompagner nos élèves: la formation, le repérage, la remédiation, les adaptations et bien sûr la posture. Donc je vais aller très vite parce que j'ai déjà pris du retard. Donc en 5 minutes, ça va être terminé. Donc la formation, tout enseignant aujourd'hui qui le désire peut demander une formation sur les élèves à besoins éducatifs particuliers.
Dans toutes les académies, il y a des plans de formation et dans tous les plans de formation, il y a un chapitre sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est une possibilité pour tous les enseignants. Et ensuite, il y a également de l'auto-formation. Donc, pour les enseignants qui seraient dans la salle, il y a des webinaires très bien faits par Canopé. Il y a des parcours de formation sur Magistère. Donc, la formation est possible, l'auto-formation est possible aussi. Ensuite, très important, mais on vous en a parlé ce matin, je ne vais pas insister, la première mission de l'enseignant est de mettre en place un repérage rigoureux et professionnalisé des élèves. Plus le repérage a lieu tôt, pas trop tôt non plus, hein, il faut respecter les étapes du repérage, mais plus le repérage est efficace et plus ensuite les familles peuvent mettre en place le suivi. Et on sait que plus le suivi est précoce et plus le suivi est intense et meilleurs sont les résultats. Donc il y a dans la formation, on apprend aux enseignants à repérer les élèves avec des signes évocateurs, avec des outils. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre en place ce qu'on va appeler à l'école de la remédiation. La remédiation, c'est aller travailler sur la difficulté de l'enfant. Donc, par exemple, un élève dyslexique qui a du mal avec l'acquisition de la lecture, on va pouvoir mettre en place des activités de fluence qui vont l'aider à automatiser les processus de décodage. Et il existe bien sûr d'autres possibilités de remédiation. Par exemple, l'attention. Comment est-ce qu'on peut travailler l'attention avec les élèves? Comment est-ce qu'on peut travailler la mémorisation avec les élèves? Comment est-ce qu'on peut fluidifier le geste d'écriture? Donc ça, c'est une façon de prendre en charge les élèves 10 et on traite directement la difficulté. Alors, on sait que la remédiation est utile, mais qu'elle n'est pas suffisante et c'est pour ça que l'on parle des adaptations. Les adaptations, c'est une façon de contourner la difficulté. Je prends un élève qui a un TDAH, par exemple, on peut travailler avec lui l'attention, et ça va être la remédiation, mais on peut aussi l'inviter à aller travailler dans une petite tente d'Indien pour qu'il ait un retour au calme, pour qu'il ait une activité où il sera tranquille, où il pourra écarter les distracteurs. Donc en fait, les enseignants travaillent sur ces deux axes, remédiation et adaptation. Alors, attention aux adaptations. Vous connaissez tous, puisque vous êtes ici, vous êtes tous sensibilisés, vous connaissez tous le PAP avec cette liste interminable de cases à cocher. La tentation est grande de cocher toutes les cases. Ça, c'est la tentation. C'est le pire des chemins pour aider nos élèves 10. Pourquoi? Une année scolaire, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois. C'est l'année scolaire. Il faut tenir du 1er septembre au 8 juillet. Donc on est sur un marathon. Si on commence à cocher 30 cases dans le PAP, forcément, on ne pourra pas respecter les adaptations prévues. Donc, le conseil que j'ai envie de donner aux parents qui sont dans la salle et aux enseignants qui sont dans la salle également ici, d'abord c'est de discuter. Et de discuter au point de vue d'un point qui, à mon avis, est central. Qu'est-ce qui aide l'élève? Qu'est-ce qui l'aide vraiment? Et en général, on se met tous d'accord sur 3, 4, 5 adaptations. Et il faut mieux se mettre d'accord sur 5 adaptations et les tenir toute l'année, plutôt que de partir avec 30 cases cochées et que tout parte en vrille au bout d'une semaine. Alors, je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je vais vous les donner, les adaptations centrales qui aident les élèves. Petit 1, que l'élève ne parte pas de la classe sans avoir la trace écrite du cours. Ça, c'est une demande des parents, c'est une demande des élèves. Nous avons la chance d'être au XXIe siècle. Il suffit de prendre une photo du cahier d'un camarade, il suffit de prendre la photo du tableau du prof
et l'élève la trace écrite. Donc ça, c'est la première adaptation. Deuxième adaptation, je parle pour mes collègues enseignants. Lâcher prise sur le travail personnel. Nos élèves 10, ce sont des élèves qui ont un suivi, qui parfois 3 soirs par semaine vont chez l'orthophoniste, chez l'ergothérapeute. Ces soirs-là, l'élève ne doit pas enchaîner derrière 2 heures de travail personnel. C'est l'épuisement, c'est le dégoût, c'est la démotivation. Donc, lâchons prise sur le travail personnel. On sait que le trop, comme je l'ai écrit, c'est l'ennemi du bien. Ça ne sert à rien. Donc, il faut mieux cibler quelques activités importantes plutôt que de en rajouter. Et une troisième et dernière adaptation qui, à mon avis, est fondamentale, c'est également de voir avec l'élève quels sont ses besoins. Dans l'écriture des PAP, on oublie trop souvent les élèves. Même les élèves petits sont capables de dire bah, « ça, c'est difficile pour moi. Ça m'aide vraiment. » Écoutons nos élèves. Rédigeons les PAP en coéducation. Parents, enseignants, enfants. Alors, je vais terminer en 1 minute. Ce que je mets au cœur de l'accompagnement des élèves 10, c'est la posture de l'enseignant. Cette posture, on en parle beaucoup dans l'éducation, elle porte un nom, elle s'appelle bienveillance. Ce mot de bienveillance a été extrêmement galvaudé ces dernières années. Beaucoup d'enseignants et aussi de parents ne comprennent pas forcément bien que dans le mot bienveillance, il y a aussi le mot exigence. Je donne un seul exemple qui va vous faire comprendre les choses. Souvent, des parents d'enfants TDAH viennent voir les enseignants en disant « Ah non, mais là, c'est pas possible, vous lui avez donné une punition parce qu'il a été inattentif. Non, c'est pas possible, il est TDAH, il ne faut pas qu'il ait de punition. » Eh bien, là, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi ? Évidemment que l'élève TDAH ne doit pas avoir 4 punitions par jour. Mais de temps en temps, qu'il ait une punition comme les autres élèves, ça lui permet de se structurer, ça lui permet de se construire, non pas seulement en tant que personne, mais aussi en tant qu'élève. Je suis un élève, j'ai de temps en temps une punition. Donc, voilà ce que c'est que la bienveillance exigeante. La bienveillance exigeante, c'est prendre les élèves tels qu'ils sont, avec leurs troubles, mais ne jamais renoncer à les emmener là où ils peuvent aller. Et ils peuvent aller très loin. Voilà, donc 1 demi-heure, évidemment, c'est très court pour intervenir. Je reste à la disposition de la salle pour quelques questions éventuelles. Je suis également dans le couloir pour présenter mon livre si ça vous intéresse. Et bien sûr, vous pouvez m'écrire sur l'adresse que je vous ai indiquée et j'essaie de répondre à tout le monde. Merci beaucoup.